Dear Valid people. dear Valid people. Bonjour à toutes et à tous. Génial. Bienvenue à cette nouvelle conférence de Dear Valid People, qui est une association qui a été créée en 2023 par Damien, moi, et composée d'un bureau de personnes en non-mixité choisie. Waouh, un grand terme pour dire juste qu'on est handi. Et dont le but, c'est de créer des temps, des espaces de parole, de rencontres autour de la question du handicap, et notamment de la déconstruction du handicap, et autour du terme de validisme. Bon, je ne vais pas vous assassiner direct avec les définitions, on va y revenir au fur et à mesure de toute façon. Mais en gros, l'activité principale de cet asso, de cette jeune asso, c'est de mener des temps comme ça, de rencontres, de conférences, qui sont des conférences qui sont enregistrées. Donc ensuite, elles sont disponibles en podcast sur les plateformes d'écoute. Et donc c'est le premier point technique, c'est que nous, on va parler dans des micros. Et vous, si vous avez une question à poser, l'idée c'est de lever la main. Et il y aura ce cher et tendre Pierre qui viendra vous apporter le micro. L'idée, c'est que ça puisse être enregistré, qu'il y ait un bon son après, techniquement. Donc, des conférences, une fois par mois ou tous les 2 mois. Donc ici, au Gazette Café, depuis un moment maintenant. Au Quartier Généreux, Albert Ier. À la base, plus récemment. Voilà, c'est différents lieux aussi dans lesquels on s'implante et dans lesquels il y a une notion aussi politique des sujets qu'on traite, en tout cas militante à minima. Maintenant, il y a aussi d'autres activités qui naissent dans l'asso, comme des cercles de parole. Donc c'est des lieux, pareil, des espaces où on se retrouve. Là, cette fois, c'est pas enregistré. C'est un lieu où on peut parler de tout et de rien, mais un lieu aussi où on peut se retrouver entre personnes concernées, de près ou de loin, en tout cas par le handicap. Et c'est des espaces qui sont assez chaleureux et bienveillants, je crois, je pense. Je n'ai pas participé à trop, mais je crois. En tout cas, c'est des espaces qu'il faut nourrir des réflexions ou des pistes de solutions face à des problématiques éventuelles ou quoi. Et c'est vraiment des espaces de rencontre, en fait, aussi, tout simplement. Voilà. Dear Valid People, j'ai noté dans mes notes, rappelez que Dear Valid People est une asso, donc vous pouvez adhérer et faire un don. Sinon, après, le président, il me dit à la fin qu'il faut demander de l'argent. Non, je blague. Mais vous pouvez adhérer au sens large. Bref, on fait plein d'autres activités aussi, mais c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui et on pourrait y revenir en tout cas après de manière plus informelle. Mais en tout cas, merci à vous d'être assez nombreux et avec plein de têtes nouvelles. Donc c'est très chouette. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais quand même un peu vous laisser la parole. C'est un peu le but de la conférence ce soir. Aujourd'hui, on va parler donc de ruralité et de handicap. Donc, comment on peut vivre à la campagne et être en situation de handicap. Est-ce que c'est possible ? Bon, je pense que vous avez déjà la réponse à cette question qui est oui. B, on va venir plus en détail là-dessus. Je vais vous laisser vous présenter. Merci à vous d'être là et d'être venus. Et peut-être je vous laisse vous présenter à tour de rôle de manière un peu globale. Et après, de toute façon, on reviendra sur le sujet de la conf. Vas-y, je te laisse commencer. Bonsoir. Moi, c'est Yoa. J'ai 30 ans. Et je vis en Aveyron, du côté de Rodez, depuis quelques années. Et je suis porteur d'un spina bifida. Moi, je suis Fabienne.
Je suis de retour à la campagne. J'ai vécu en Aveyron, à l'Aïol, j'ai été vétérinaire rural pendant 5 ans et j'ai eu mon accident près de Millau. J'ai eu un mois de coma, un contre-maladie, une quarantaine de fractures, la paraplégie. Mes parents m'ont rapatriée à Bordeaux parce que c'est là qu'ils vivaient. Je me suis réveillée à Bordeaux. J'ai eu 8 ans de vie en ville. J'ai subi toutes les types d'opérations et finalement, j'ai pu revenir par ici grâce à une personne qui est dans l'assistance d'ailleurs, à Montpellier, parce que c'était plus proche de mes amis. Et je voulais revenir à la campagne. Il m'a fallu 3 ans de recherche vraiment difficile pour trouver un endroit où je pouvais vivre à la campagne. Et j'ai trouvé un endroit merveilleux, les étoiles se sont alignées et je suis très contente depuis 5 ans de vivre là où je vis, dans un petit village de 1000 habitants, enfin plutôt 600 l'hiver. Ils partent l'hiver. Ils sont trop froids. Toi, Fabienne, t'as toujours connu la campagne. Enfin, en tout cas, avant ton accident, tu vivais aussi là-bas. Oui, voilà. Est-ce que c'est ça? Moi, je suis née en ville. J'ai étudié en ville, donc à Bordeaux, à Rennes, à Bruxelles. Et je suis... par contre, j'ai passé tous mes étés à la campagne depuis ma plus tendre enfance. Et vétérinaire, c'est à 14 ans, j'ai décidé que je serais véto. À 20 ans, j'ai décidé que ce serait avec les gros animaux. Et tous les étés, j'ai fait des stages à la campagne. Et dès que j'ai commencé à travailler, c'était en campagne plutôt isolée, profonde à chaque fois, que ce soit en Charolais, donc que ce soit dans les Vosges ou sur Aubrac. Ok. Et toi, Yoa, c'est un peu différent. T'as pas toujours vécu à la campagne? Non, moi j'ai grandi à Sète et ensuite dans un village vers Clermont-Lérault. Et ensuite je suis parti à Toulouse faire mes études. Et c'est après mes études, suite au confinement, que j'ai décidé de quitter la ville. Qu'est-ce qui a poussé ce choix-là de quitter la ville et de venir à la campagne, sachant que toi, du coup, tu étais déjà handi. Est-ce que tu as pris en considération cette caractéristique-là ou pas trop? Non, c'est vrai que comme je me suis construit avec le handicap, entouré que de personnes valides, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me posais pas vraiment ces questions-là. Et j'ai décidé de partir de la ville pour des raisons écologiques, politiques et des convictions, on va dire, personnelles. Et c'est un petit peu plus tard, une fois que j'habitais là-bas, dans un petit hameau, que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des difficultés liées au handicap. Et c'est vrai que avant, je me préoccupais pas tant que ça de ces questions-là. On va y revenir sur comment justement tu te préoccupes de ces questions-là et qu'est-ce que tu as pu mettre en place aussi ou comment voilà ça infuse aussi dans ta tête au fur et à mesure. Mais toi, Fabienne, du coup, est-ce que la question du handicap et de l'accessibilité a été prise en compte? Moi, il m'a fallu 4 ans de psychothérapie pour finir par croire qu'en fauteuil, si je pouvais vraiment oser espérer vivre à la campagne, parce qu'au fond, il n'y a rien à faire, c'est là que je me sens bien. Je suis très malheureuse, très mal à l'aise en ville. Mais je ne pensais pas que c'était possible pour toutes les raisons certainement qu'on va évoquer maintenant et qui en fait sont tout aménageables. Ça, j'y croyais. Ok, alors allons-y justement sur ces raisons-là. Qu'est-ce qui fait que tu te disais ça va être compliqué, ça va pas être possible, bon, même si on en a forcément en tête, mais allons dans les détails de... Déjà, quand j'étais debout, j'ai toujours aimé faire les choses moi-même et j'étais quand même assez indépendante, assez autonome. Je ne savais pas demander de l'aide, exprimer un besoin. Si j'avais un besoin, je me débrouillais pour comprendre ce qu'il fallait pour le combler. En fauteuil, c'est plus comme ça. Hein. Il y a des besoins qu'on ne peut pas combler soi-même.
Mais ça, il a fallu que j'apprenne à accepter de demander de l'aide. Ça a été long, hein. C'est con, hein, mais... Et alors après, il a fallu accepter de reconnaître que j'avais des besoins, que j'avais des impossibilités, que j'avais des limites. Un gros travail de psychothérapie. Ouais. Et après, oui, j'avais pas de problématique de santé quand je vivais à la campagne et avant. Et puis là, avec toutes les opérations que j'ai subies, la vie à la campagne était impossible. L'éloignement des services médicaux et des services de l'ergonomie, de kiné, de conseil dont on a besoin quand on est en fauteuil, ça rendait impératif d'avoir une voiture et impératif d'avoir quand même un réseau en ville de confiance. Il fallait bâtir ça avant de penser à partir à la campagne. Et en même temps, aujourd'hui, je réalise qu'il y a une telle entraide, une telle solidarité naturelle, en fait, quel que soit le statut de la personne à la campagne, et qu'en fait, je fais pas de la kiné, je fais du yoga, je vois mon médecin très rarement. Quand j'ai un escarre, je soigne avec du miel. Je suis beaucoup moins en fait médicalisée que je ne l'étais en ville. Et j'en ai beaucoup moins besoin. Et dans ma tête, je vais beaucoup mieux aussi. Ouais. Après, peut-être qu'il y a aussi des personnes pour qui, justement, les escarrettes, pour prendre l'exemple des escarrettes juste traitées par miel, peut-être ça pourrait pas suffire et il faudrait un suivi un peu plus avancé. Mais en effet, comme tu dis, d'être déjà mieux dans sa tête là où t'es, ça donne beaucoup, il y a beaucoup d'importance derrière ça. Est-ce que toutes ces questions-là, tu te les as posées, Yoa? Enfin, tu disais que non. Est-ce que maintenant tu te les poses? Est-ce que cette question aussi de l'isolement par rapport aux soins, au sens large, mais enfin l'isolement de manière générale d'ailleurs, pas que par rapport aux soins, est-ce que c'est quelque chose qui te... Oui, bien sûr, et de plus en plus. J'ai choisi quand même de m'installer dans un endroit proche d'un petit village où il y a un peu tout ce qu'il faut et notamment un kiné. Donc c'est pas quelque chose qui empêche mon suivi à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je peux marcher mais pas longtemps. Du coup, je me déplace essentiellement en fauteuil roulant. Et c'est en l'occurrence l'endroit où je vis n'est pas du tout adapté. Mais j'ai fait ce choix-là en toute connaissance de mes capacités, donc je l'adapte aussi. Mais c'est vrai que quand j'ai un souci et que je peux plus marcher, je peux plus être chez moi. Donc c'est vrai que c'est un souci. Et après, oui, par rapport à l'isolement, clairement, je suis le seul en fauteuil roulant dans l'ensemble des villages qui entourent l'endroit où je suis. Et donc voilà, c'est vrai que je me sens assez isolé à ce niveau-là. Et par contre, humainement, je me sens très bien entouré de personnes bienveillantes, que ce soit mes proches ou ma famille ou mes voisins. Il y a toujours des gens pour m'aider quand j'ai besoin. C'est vrai que c'est des choses que je ne retrouvais pas aussi facilement en ville, par exemple. Ouais. Mais pourquoi? Parce que toi aussi, Fabienne, tu cites la question de l'entraide. Pourquoi est-ce qu'on trouve moins ça en ville? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que vous le trouviez moins? Ou la sensation de moins le trouver? Je pourrais pas répondre dans l'absolu, mais j'ai l'impression de ressentir, en tout cas, que dans les endroits vraiment perdus, comme celui où je vis, comme on est vachement isolé, on a tendance à chérir un peu le rapport aux autres, et il y a un peu aussi une sensation de vulnérabilité, même que ce soit pour les personnes handies ou les personnes valides, juste par le fait qu'on est plus proche des éléments ou des choses assez basiques comme ça, je pense. Fabienne, tu penses quoi? Mais je suis complètement d'accord. Je pense que le lien humain... alors là, on peut aborder des considérations assez politiques, hein, mais je trouve que l'industrialisation de nos sociétés en ville, elle rend le lien humain moins important. Et en ville, je ne sens pas une chaleur, une solidarité, une attention à l'autre
équivalente à celle que je trouve à la campagne. On se dit bonjour quand on se croise dans le village. Je connais tous mes voisins, je connais leur tête, je connais leur histoire, je connais ce qu'ils veulent bien dire, mais j'en connais beaucoup plus en ville. En 3 ans à Montpellier, j'ai bu un verre avec 2 voisins dans mon immeuble. À Pompignan, le premier mois, il y a une centaine de personnes qui sont passées dans mon jardin. On a fait des feux, on a fait des grillades. Ouais, et est-ce que tu peux nous raconter aussi la première rencontre que tu as faite avec le maire et qui a aussi amené à la suite des actions assez volontaristes aussi dans le village dans lequel tu habites? Alors c'est vrai que je dois reconnaître, on a un maire humaniste qui aime ce qu'il fait, qui est vraiment proche de ses administrés. Quand je suis arrivée, alors je pense qu'il fait ça avec un peu tout nouvel arrivant, hein, c'est pas le handicap, mais il est venu pour se renseigner, ce que je faisais, ce que j'aimais, dans quoi je voulais m'investir. Voilà, une visite de bienvenue. Et ça s'est poursuivi par une écoute, une bienveillance, mais qu'il accorde, j'ai l'impression quand même à tout le monde. Par rapport aux poubelles, il y a eu un passage, un ramassage collectif, un ramassage individuel, avec l'obligation de sortir et de rentrer ces poubelles pour pas laisser traîner sur la voirie, c'est interdit, 2 jours par semaine. Ouais, mais moi, rentrer et sortir une poubelle pleine, c'est compliqué quand même. Et ben le maire, avant que donc j'ai été au rendez-vous poubelle là du village, j'ai bien écouté, j'ai posé une question, et puis le maire le lendemain il est venu chez moi, il a fait bon, mais écoutez voilà, je vais voir tous les gens pour qui le changement va être un peu apporter des complexités pour voir un peu comment on peut s'organiser. Il avait bon, je peux demander au service de reculer dans votre jardin, de mettre le fauteuil à cul, et si vous laissez le portail ouvert, vous n'aurez pas à sortir les poubelles. Alors j'ai trouvé ça, qui se donne la peine de venir chez moi et alors c'est quelque chose qu'il a fait. Il y a des personnes un peu âgées dans une autre partie du village. Il a fait la même chose pour elles. Donc c'est quelqu'un le maire est sensible aux complexités de ses administrés. Ça, on le trouve pas en ville. Et ça donne quand même on se sent écouté, soutenu. On a l'impression d'un maire qui est là pour améliorer l'harmonie et le bon vivre ensemble du village. Ça m'a touchée. Et ouais, c'est compréhensif. Est-ce que quand tu sors dans ce village, est-ce que les lieux, les espaces sont accessibles? Et de manière plus globale, je voudrais vous poser la question du regard du handicap, de la représentation du handicap à la campagne. En tout cas, là où vous vivez, comment vous la sentez? Vas-y, si tu veux, ouais. Ouais. Non, en vérité, il n'y a pas de ping-pong, hein. Vous avez le droit de reprendre la parole derrière, c'est ok, hein, c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans le coin où je vis, le handicap n'est pas du tout visibilisé. Ou alors très ponctuellement par des forums d'associations dans les villes avoisinantes. Mais quand on préparait la conférence, vous parliez d'un regard amélioratif du handicap à la campagne versus un sentiment dénigrant à la ville. Je relis mes notes. Oui. C'est vrai que... Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus? Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à être plus confronté à quelque chose de dénigrant en ville quand les lieux pourraient être adaptés mais ils le sont pas. Du coup, j'ai vachement tendance à me sentir pas inclus dans les bars, dans les salles de spectacle ou les lieux publics. Et à l'inverse, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc que comme on voit pas souvent de personnes handies dans les petits coins de campagne, il y a un peu ce discours de là, ah oui, toi t'es courageux, tu vis ici alors qu'il n'y a rien qui est adapté pour toi, et du coup il y a quelque chose d'amélioratif dans ce sens-là qui est aussi gênant pour d'autres raisons. Il y a ça qui existe. Après, moi j'ai l'impression d'être isolé vis-à-vis du handicap, mais par exemple, il y a pas mal d'associations pour les causes queer
et militantes dans ce sens-là, dans lesquelles je trouve ma place et par rapport au handicap. Donc ça, c'est quelque chose qui est visibilisé aussi dans le coin où je suis. Donc voilà, je trouve ma place là-dedans. Et voilà. Ok, on va y revenir après sur ce sentiment ce inspiration porn, enfin ce truc où t'es toujours mis sur un piédestal, où t'es toujours considéré comme très courageux et tout, juste pour ce que tu fais. Mais on va y revenir après. Juste Fabienne, par rapport à cette notion de représentation du handicap dans la campagne. Bah, moi, je l'ai vécu de façon assez violente. Enfin, bon, j'étais vétérinaire dans un petit village et voilà, moi j'arrivais, c'était la merde et je repartais, tout était beaucoup mieux. Donc j'avais les gens qui me considéraient, qui me parlaient. Quand j'étais debout, c'était amélioratif, quoi. C'était très agréable d'évoluer dans ce regard-là. Et puis bon, je me suis retrouvée en fauteuil en ville et alors là, j'étais un déchet. En fait, j'étais vraiment considérée, mais vraiment, il n'y avait aucune envie, il y avait une indifférence. Et puis bon, c'est vrai que je me suis retrouvée dans un contexte, dans une imagerie qui me donnait pas envie de vivre. Et puis, ça allait un peu mieux à Montpellier. Moi aussi, mon état s'améliorait. Et quand je suis arrivée à la campagne, c'est vrai que je connais 2 personnes en fauteuil. Enfin, j'en connais une qui est à 50 km de chez moi et l'autre qui est à Sauve, mais que j'ai jamais vue. Elles sont toutes organisées leur vie autour de... elles sont bien, quoi. Elles n'ont pas un besoin de se lier à des personnes en fauteuil, voire même au contraire. Je parle de ça pour dire que oui, il y a peu de personnes en fauteuil, et ce qui est rare, c'est... je sais pas, c'est cher, ou ça impressionne, ou je sais pas. Et du coup... c'est vrai que forcément, tu as toujours des gens qui sont là, c'est beau ce que tu fais, machin. Bon, non, je vis, quoi. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et puis comme toi, en fait. Hein. Et par contre, tu as des personnes que tu connais mieux, que tu... tu as aussi des gens qui osent te dire ah ouais, mais quand on voit ce que vous faites et comment c'est difficile pour vous, on est bien content d'avoir nos 2 jambes, quoi. Bon, voilà, tu as ce genre d'indélicatesse. Et puis... non, tu as des gens qui reconnaissent qu'on vit et qu'il nous faut un effort supérieur pour vivre et qui, sans te faire porter en fait un crédit ou une admiration supplémentaire ou quoi que ce soit, mais reconnaissent quelque part la charge du handicap. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et j'ai eu l'impression de le sentir davantage chez mes interlocuteurs à la campagne qu'en ville. Peut-être parce qu'effectivement, à la campagne... il y a quand même un peu plus de complexité, il y a plus de mouvements, plus de portage, plus de déplacements nécessaires, alors que c'est justement le déplacement qui est compliqué. Plus d'anticipation à avoir, effectivement des lieux beaucoup moins accessibles. Moi, dans mon village, pour répondre, je sais pas si j'ai répondu à la question, il y a eu un élu qui a terminé en fauteuil, et je pense que ça a vachement amélioré les choses. La période de bus est accessible, la boulangerie, il y a une rampe, vraiment mon village par contre, la salle de rencontre à la mairie, elle est à l'étage sans ascenseur, mais ils ont aménagé une salle polyvalente au rez-de-chaussée avec une rampe, et c'est là que... je trouve que pour une zone rurale sans budget pour le handicap, ils s'en sortent très bien dans mon petit village. Dans le village d'à côté, c'est un petit peu du Fort qui est 4 fois plus gros, c'est une horreur. Le cheminement c'est pas du tout accessible, les parkings sont, le sol est défoncé, les trottoirs, il n'y a pas d'abaissement pour passer sur les passages floutés. Je me suis plaint à la mairie, j'ai envoyé des courriers, j'ai essayé d'appeler, j'ai envoyé des recommandés, j'ai eu aucune réponse. C'est une mairie, d'hier droite. Mais c'est un peu plus gros aussi, c'est un peu moins sa taille humaine, et c'est moins accessible, et l'accessibilité est beaucoup moins prise en considération. Voilà. Et ça, je roule sur la route en fait. Tant pis. Tant pis. Vous avez le droit d'interagir, hein. Oui, de rebondir.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, par rapport à la route, là, ça me fait penser que j'ai pas le permis, et c'est vrai que l'endroit où je vis, il est considéré comme inaccessible sans voiture. Et moi, j'ai décidé de m'y installer tout de même, et quand je me déplace en fauteuil roulant, j'ai bricolé une motorisation pour mon fauteuil roulant qui me permet de rouler sur la route aussi. Et c'est vrai que souvent, il y a des regards un peu étonnés ou énervés quand les gens me voient sur la route avec mon fauteuil roulant. Mais alors, justement, je veux que tu nous expliques un peu plus ton quotidien, que tu ailles un peu plus dans des détails d'organisation, en fait, très concrète. Parce que, en gros, là, ce que tu dis par rapport à ta 3e roue électrique, ça me fait penser, enfin, la 3e roue que tu as bricolée, ça me fait penser à une ancienne conférence qu'on avait faite sur l'écologie, avec une invitée qui est ingénieure agronome et qui est en situation de handicap, qui a une maladie chronique, et qui réfléchit beaucoup à la question du militantisme, la place du handicap dans des milieux aussi politiques, et notamment aussi agricoles ou ruraux. Et elle disait que, et c'était hyper intéressant, que en fait, il fallait se réapproprier aussi des espaces et des moyens d'avoir du matériel accessible, abordable, et où on peut être autonome aussi dans sa construction. Genre, elle disait, mais ça serait vraiment un espèce de réappropriation aussi politique et du sujet, que d'arriver à construire des roues entre nous, que d'arriver à se regrouper et à gérer à changer une roue de fauteuil, enfin à être hyper assez indépendant et autonome dans ce rapport au handicap, mais que aussi de fait c'est pas non plus donné à tout le monde, parce que après il y a plein d'autres questions qui se posent et voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant dans la réflexion, et de faire un truc aussi en communauté, quoi. Enfin, vraiment d'avoir l'esprit aussi de groupe et d'entraide entre groupes. Vas-y. Enfin, je me permets, tu vas en parler parce que tu as rencontré récemment Thierry Bois, c'est exactement son projet. Et je trouve que il porte très bien en fait cette volonté d'empowerment de la personne handicapée, de lui donner les clés, les moyens, les outils pour arriver à réparer son matériel, à comprendre comment ça marche. Moi, je trouve ça génial. Alors, ça n'intéresse pas tout le monde. Moi, honnêtement, à la base, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais comme c'est ma liberté qui est en jeu, je fais un effort et finalement, il y a plus inintéressant, quoi. Mais vraiment, l'initiative de Thierry que tu as rencontré la semaine dernière, elle est géniale, il faut que tu en parles. Et juste avant, je disais, moi j'ai un trace, je suis enchantée de ce fauteuil. Il est fait par un handi qui sait ce qu'il faut pour être le plus autonome possible. Moi, j'ai 2 fauteuils, j'ai un fauteuil d'intérieur et un fauteuil d'extérieur. Je n'envisage pas de sortir en extérieur avec autre chose qu'avec mon trace, parce que il est agréable, quoi. Il me donne une autonomie, un périmètre de déplacement, et tout peut se réparer soi-même dessus, quoi. C'est conçu pour ça. C'est pas un fauteuil qui est fait pour rendre prisonnier de la technique. Et coûteuse, ouais. Le trace qui est le fauteuil à 3 roues que tu utilises. Et pour les auditoristes qui écouteront et qui sont pas là, qui voient pas. De m'oublier. Voilà, merci pour la pub. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser... Vas-y, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, de vivre en dehors de la ville, en tout cas, pour moi, ça a rimé avec l'écologie et des convictions plus ou moins politiques. J'avais cette idée de vivre sans ce qui
ce qui était censé être indispensable pour moi, pour essayer de mieux comprendre mes besoins, mieux comprendre mon rythme et de composer en fonction. Donc c'est vrai que les initiatives comme celles que Thierry porte, ça fait sens. Et ça manque vachement d'associations d'initiatives comme ça, d'empowerment, comme tu le disais tout à l'heure. Et enfin voilà, moi c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui me portent. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir ça en campagne. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai en tête aussi, mais pour l'instant il n'y a rien qui se fait dans mon coin à ce niveau-là. Oui, t'es pas dans ce self-made man là où tu peux tout faire tout seul et tu peux vivre en autarcie et gérer tout en. Non, c'est pas l'idée non plus. Ouais. C'est pas l'idée non plus du tout, parce que je me rends bien compte que je suis pas du tout. Enfin, je suis complètement dépendant d'un système aussi. Donc après, ça pose beaucoup de questions, mais pour moi, tout ça, ça rime avec l'idée de se connaître soi-même et de connaître, d'apprendre à faire en fonction de mes besoins, comme je les ressens dans mon corps, plutôt que comme on pourrait m'obliger à penser. Et en fait, c'est aussi dans l'idée de pas me laisser guider ma vie par des médecins ou des personnes qui me connaissent pas vraiment de l'intérieur, quoi. Donc voilà. Ouais. Et à la fois dans cette réalité-là aussi, dans ce quotidien-là, t'es dans une relation un peu ambivalente. Je relis mes notes encore. Et tu dis relation ambivalente avec cette vie-là, source de stress et d'épanouissement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, alors source d'épanouissement, parce que personnellement, ça me plaît, l'endroit où je vis, d'être en contact direct avec la nature, pour des raisons plutôt artistiques, puisque je suis musicien à côté, et je fais des prises de son audio naturaliste. Du coup, il y a tout ça aussi qui m'a amené à vivre dans cet endroit-là. Après, c'est une source de stress aussi, parce que effectivement, il faut que je sois beaucoup plus vigilant. Par exemple, ma roue électrique, mon moteur, en fait, il est électrique. Et comme j'ai pas l'électricité, chez moi, c'est toute une organisation aussi. Et j'essaye de penser tous mes déplacements par rapport à mes besoins de manière consciente. Et d'aller consommer au minimum. Et voilà. C'est vrai qu'après, c'est une source de stress dans ce sens-là, où c'est une organisation. Et si jamais je me blesse, c'est aussi toute une organisation pour se faire aider, tout ça. D'où le lien aussi que j'ai avec mes voisins, qui est très amical et humain. Que je sais que dès que j'ai un souci, en fait, je vais pouvoir leur en parler, ils vont m'aider. Voilà, je me sens bien entouré. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des interactions, Oh yeah, une question là-bas. Bonjour à tous et à toutes. Moi, ça m'épate. Pas le fait qu'on se réunisse, mais le fait que vous ayez réussi à encore arriver à vous réaliser, à être quand même dans vos valeurs. Parce qu'en effet, c'est ce que je pense aussi, c'est que quand on va en campagne, eh ben, il y a ce côté... on est peut-être un peu plus isolé, enfin c'est ce qui semble être votre cas, mais que vous avez trouvé une solidarité, une humanité, et que c'est tout à fait en lien avec vos valeurs, quoi. Alors, juste une petite question, c'est qu'est-ce que vous faites de métier? Parce que je crois que vous n'avez pas dit ce que vous faisiez. Alors, j'ai pas de métier, j'ai pas de salaire. Moi, je vis avec les allocations d'adultes handicapés. Après, par passion, je suis musicien et je fais des prises de son naturalistes. Voilà. Oui, je suis bricoleur. Et la roue dont je vous ai parlé, là, que j'ai sur mon fauteuil roulant, qui me permet de monter des côtes ou faire des kilomètres sans m'user les épaules, en fait, elle a été faite et conçue avec moi et une association qui est basée à Rennes, qui s'appelle My Human Kit. C'est un Human Lab. C'est un peu comme un Fab Lab autour de la mobilité.
Oui. Et, euh, et voilà. C'est à Lorient, c'est ça? C'est à Rennes. Et il y a d'autres initiatives. Montpellier, il y en a, ouais, il y a le Human Lab à Saint-Pierre. Ouais. Et voilà. Enfin, c'est bien d'en parler parce que c'est génial comme truc. C'est un peu le même genre d'aide et de force qu'apporte Thierry Goua, en fait, le même appel. Oui. C'est un peu plus gros, et puis c'est universitaire, je crois. Oui, c'est ça. Ils ont c'est un peu plus implanté. Ouais, dans la ville. Après, ce qui est bien avec ce genre d'initiative, c'est que ça permet d'avoir accès à des solutions de mobilité gratuitement. C'est des gens qui viennent, qui récupèrent des moteurs de trottinettes et de vélos électriques de la ville et qui proposent à des gens qui en ont besoin de venir bricoler dans leurs locaux leurs solutions adaptées à leur matériel. Voilà, en partenariat direct, on le fait ensemble. Et ça, c'est un truc sans cette dynamique-là, en fait, j'aurais jamais pu avoir accès à ce matériel-là parce qu'il coûte extrêmement cher et pas forcément pris en charge. Et, et c'est et sans ça, j'aurais pas pu vivre où je vis et de la manière dont je vis. Et avant de prendre la deuxième question, Fabienne, est-ce que tu peux dire ce que tu fais, toi? Parce que je crois que tu l'as pas précisé non plus. Alors, donc, moi, j'étais vétérinaire. Je vis avec une pension d'invalidité, donc, qui est reliée à mes anciennes cotisations. Donc, pour l'instant, enfin, voilà, au niveau financier, je peux pas me plaindre. Après, bon, j'écris, je peins, je sculpte. Là, je suis en train d'aménager ma maison pour avoir un atelier chez moi. Et j'aimerais, bon, il paraît qu'il faut 10 ans pour faire un peintre. Là, ça fait, on va dire, 6 ans que je prends vraiment au sérieux la formation et la pratique. Et donc, voilà, j'évolue. Et on verra comment et où ça va me mener. C'est plutôt une question pour Yoa. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous avez indiqué que vous souhaitiez aller à la campagne, dans un endroit où il n'y avait pas d'accessibilité ni d'électricité, ce choix un peu radical qui est lié à vos convictions apparemment, comment il a été appréhendé par vos proches? J'ai toujours été encouragé depuis toujours par mes proches, quels que soient mes choix et mes envies. Mais je pense qu'il y a eu de l'inquiétude et beaucoup de soutien après. Soutien moral et puis après le soutien direct physique quand j'avais besoin ou juste envie pour partager des bons moments. Voilà, mes amis, mes proches, mon frère. Ouais. Mais est-ce que tu viens aussi d'un milieu familial, tes frères, ta mère, etc., qui sont déjà dans cette mouvance-là, dans ces valeurs-là, en tout cas, de aussi, tu vois, d'être au plus proche aussi de la nature, d'être dans des choses à faire en conscience, etc. Est-ce que tu dirais qu'ils sont là-dedans, peut-être de manière moins radicale que toi, ou pas? Je pense que ça concerne tout le monde, donc tout le monde est touché par ces idées-là. Après, je dirais que non, pas forcément. Ok, moins que toi du moins, mais ouais, bon, je les connais pas du tout après, mais ouais, je peux te dire que tout le monde n'est pas là-dedans, hein. Vraiment, hein. Vraiment, Non, je veux dire, vraiment. tout le monde est concerné par ces problématiques-là. Après, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Oui, c'est sûr que de fait, oui, ils sont concernés, mais ouais. Voilà, en tout cas, pour moi, ça rime. Enfin, il y a clairement un lien entre le handicap et l'écologie, par exemple, dans l'idée d'être plus lent. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'accepte et que j'ai envie de valoriser dans ma manière de vivre, de sortir de cette obligation de production et de rapidité. Et voilà, j'essaye d'apprendre à aller à mon rythme avant tout. Après, j'ai bien conscience que c'est entremêlé avec plein d'autres choses très complexes, puisque je peux me permettre ça parce que j'ai pas à travailler, par exemple. Donc ça touche à d'autres choses. Ouais, enfin,
Je sais pas si pas pour faire l'avocat du diable, chacun pense aussi et vit comme il doit le vivre, mais je sais pas si la question du travail et de l'obligation au travail, enfin, parce que en fait, en soi, tu vois, tu vis pas d'une rente ou d'un privilège financier qui te permettrait de vivre hyper sereinement et de pas te poser la question du travail. Enfin, c'est pas non plus ton cas. Donc, tu vois, elle est à tempérer, en fait, cette question de faire le choix de travail ou pas travail. C'est aussi que les propositions de travail telles qu'elles sont pas non plus dans une mouvance où on ralentit, où on prend le temps. Enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, mais... Oui, clairement, moi je travaille pas aussi parce que ce serait compliqué pour moi de travailler. Oui, c'est mon état physique ne le permet pas aussi. À la base, c'est pour cette raison-là. Oui. Est-ce que tu rejoins tout ça, Fabienne ? Bah moi, c'est un peu différent. Mon métier, c'est un métier d'urgence. En termes de travail, j'étais payée en jours par mois et pas en heures par jour parce que les journées pouvaient faire 36 heures et que je bossais en moyenne, enfin, je sais pas en heures, c'était peut-être dans les 70 heures semaine, mais c'était un choix et ça me convenait à mon tempérament. Et puis j'adorais ça en fait. C'était un jeu pour moi de bosser. Donc moi, ça me convenait. Après, quand j'ai retrouvé un cerveau qui me permettait de fonctionner, j'ai essayé de me reconvertir en vétérinaire canin. Pareil, vétérinaire, ça bosse pas 3 heures semaine. Donc, mais c'est toujours pas un problème, c'est vraiment une passion, c'est vraiment un bonheur quoi, de soulager un animal, en soi, intrinsèquement, c'est valorisant. Enfin, on aime ça, quoi. Et bon, par contre, c'est vrai que soigner un chihuahua de sac à main, ça ne m'apportait pas ce que m'apportait le fait de mettre un bovin au monde pleine de bras. Voilà. Donc j'ai renoncé à mon métier parce que ça m'apportait trop de frustration. De faire un métier passion par dépit, je pense que c'est une horreur. Et bon, j'ai plongé dans une grosse dépression aussi et je pense que c'est suite à ça j'ai décidé que j'ai arrêté mon métier. Mes parents n'ont pas compris, mes confrères n'ont pas compris, personne n'a compris. Parce que c'est vrai que ça les rassurait d'un point de vue social, d'un point de vue financier, d'un point de vue... Mais j'allais crever si je continuais en fait. Moi les caniches de sac à main dépressifs ça me va pas quoi. Donc voilà, c'était gros clash, mais je suis partie et je suis hyper contente de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui mes parents sont à nouveau contents de venir, de passer du temps avec moi, de passer du temps à la campagne, d'interagir, voilà, il y a un lien qui s'est recréé grâce à ce que j'ai cassé aussi. Donc ça c'est et puis bon, ce qui s'est pas reconstruit, c'est que ça devait pas exister quoi. Et par contre, je suis très contente de ce qui émerge maintenant. Donc et puis j'ai redécouvert, j'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, c'est quelque chose, mais cette sensibilité artistique que j'avais, je l'explorais pas plus que ça en fait tant que je travaillais, j'avais pas le temps et pas l'envie non plus. Et aujourd'hui, mais quel épanouissement, je peux passer 7-8 heures dans mon atelier devant le même tableau, mais je ne vois pas le temps passer, je suis vraiment dans le flow, quoi. Je suis là où je dois être. Et ça, voilà, je l'aurais pas exploré peut-être sans mon handicap avant la retraite. Donc c'est aussi une des choses, voilà, on en a parlé avec Camille, pour lesquelles je trouve que se définir comme handicapé, je ne m'y reconnais pas. Dans la mesure où le handicap, ça apporte aussi des savoir-être, une écoute de soi-même, des compétences qui n'existeraient pas forcément sans le handicap, sans ce qui était enlevé. Et par conséquent, on existe, je trouve, pour moi en tout cas avant tout, parce que je fais, par ce domaine dans lequel je m'investis, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, et donc je me définis au travers de ça. Au travers de cette sensibilité, de cette capacité à exprimer. Et le handicap, c'est un des paramètres de ma vie, mais jamais je me définirai par rapport à lui. Et toutes les rencontres que je fais, les amitiés que je noue, c'est autour de choses que je fais, c'est pas autour d'une déficience que je porte. C'est autour du chant féministe, humaniste, c'est autour de l'écriture, c'est autour du jeu face caméra, c'est autour du théâtre, c'est autour de choses culturelles qui me portent et qui nous portent en groupe vers un objectif commun. Et pour moi, c'est ça qui définit plus une personne.
Vas-y Damien, si tu veux poser ta question ou répondre, interagir. Bonjour. Oui, je pourrais dire pas mal de choses sur handicapé, définir handicapé. Mais moi, j'aimerais plus revenir sur une question de tout à l'heure sur comment on réagit la famille de Yoa par rapport à son souhait de vivre à la campagne. Et en fait, moi, je ferais un parallèle direct avec vivre loin de sa famille en étant handicapé. Ce qui est moi et mon cas. Je suis venu vivre ici à Montpellier, là où je suis du sud-ouest, en ayant déjà été diagnostiqué. Et en fait, ça n'a jamais été une question qui a été posée par ma famille. Je pense parce que ça vient de la nature des familles, et chaque famille est différente. Et je pense que aussi ça vient de ma nature à moi, c'est-à-dire que moi ça m'est jamais traversé l'esprit que c'était pas possible de vivre loin de ma famille. Donc finalement pourquoi il se serait posé la question, c'est un peu le truc de montrer plutôt qu'à attendre les gens leur validation. Paul, celle qui est la plus importante, c'est la nôtre, c'est la sienne. Et c'est accepter aussi le fait qu'il y aura des obstacles, mais ça, il y en aura partout, à la campagne, à la ville. Et suivant où on est, c'est aussi une question de chance. Enfin, Fabien le disait, son village est très bien, le village d'à côté, c'est l'enfer. Et des fois, ça joue à pas grand-chose, en fait. Et pour moi, faut pas aussi laisser la famille s'inquiéter parce qu'on est en dehors des normes. Je pense que la question du travail, elle est aussi centrale, quoi. C'est qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler ou qui font le choix de ne pas travailler, ce qui est mon cas. Et là, pareil, faire ce genre de choix pour l'entourage et même au niveau social, je trouve que ça donne une étiquette à la fois de on correspond au stéréotype de la personne handicapée, parce que les personnes handicapées ne travaillent pas, et en même temps, on sort d'un système où le travail est central. Donc au final, on est entre les deux. Et donc au final, on est nulle part. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose moi, qui me travaille aussi depuis que j'ai fait ce choix de vivre des allocations, où je sens vraiment être entre deux systèmes sociaux et que les deux ne me conviennent pas pour chacune sa raison. Je crois qu'il n'y a pas de question. Mais voilà, c'est ça que ça m'évoque en tout cas. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Ça fait écho. Oui, ça fait écho. Moi, je bossais beaucoup, je gagnais bien ma vie, je payais des impôts. J'ai toujours trouvé ça normal de payer des impôts. J'ai toujours trouvé ça normal de participer au système de solidarité dont n'importe qui, n'importe quand a un jour besoin dans sa vie. Et je trouvais ça normal, en fait, d'y participer à la hauteur de mes moyens. Et puis, quand j'ai plus pu, et que j'ai commencé quand même à retrouver dans mon cerveau, et que j'ai été je me suis sentie illégitime, en fait, de ne pas... mais parce que j'étais construite comme ça, par une famille qui a... Tout le monde considère le travail comme central, comme essentiel au maintien d'une société. Et voilà, c'est dans mes valeurs d'enfance aussi. Et encore aujourd'hui, le jour où j'arriverai à vivre de mes créations, oui, je serai contente de payer des impôts et de participer à mon tour à alimenter ce système social. Parce que, mine de rien, si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des médecins payés par nos impôts, c'est parce qu'il y a des hôpitaux payés par nos impôts, c'est parce qu'il y a des routes payées par nos impôts, c'est parce qu'il y a des ambulances, il y a tellement de choses. Alors oui, il y a de la gabegie, oui, il y a des gens qui en profitent, oui, mais n'empêche que si ça existe, c'est parce qu'il y a des gens qui le financent. Et moi, c'est vrai que j'ai encore l'espoir un jour de pouvoir participer à ça. Mais je ne sais pas si j'en serai capable
Parce que c'est vrai qu'à cause de mon traumatisme crânien, là, voilà, je suis toute seule à parler, donc ça a l'air aisé, mais non. En fait, j'ai aussi des notes sur les genoux, parce que dès que je suis perturbée par un son, et en ville, ça peut, mais bêtement, une mobilette qui passe dans la rue, j'ai perdu mon idée. Je sais plus mon idée. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille aussi. En tant que vétérinaire, on est censé avoir une dizaine d'hypothèses dans la tête le temps d'un diagnostic. Moi, je suis pas exhaustive. Moi, j'en suis une, j'en perds deux, quoi. Je suis pas capable d'être synthétique et d'être exacte. C'est d'un point de vue de mon ego aussi, ça a été très dur de l'accepter. Il m'a fallu 900 heures de stage quand même pour réaliser que non seulement ça me plaisait pas et qu'en plus j'étais pas bonne. Mais voilà, mon métier de veto, je ne l'exerce pas à cause de mes séquelles de traumatisme crânien. Et aujourd'hui, je vois bien que dans l'art, où je peux justement à la campagne être en paix, avoir le silence, le calme dont j'ai besoin pour me concentrer, je peux arriver à produire des choses qui me plaisent et qui plaisent. Donc j'espère qu'un jour je vais réussir à en faire quelque chose qui pourra être bénéfique à la collectivité. Mais c'est un long chemin. Il faudra peut-être... Tu veux réagir? Oui, c'est vrai que c'est des questions qui me perturbent. Cette question de légitimité. Après, je partage ton avis, je suis complètement d'accord. Et d'un autre côté, je me dis que en fait, il y a différentes manières de participer à la société, en fait, et en fait, ça peut se traduire par d'autres choses que de contribuer financièrement à un système vertueux. Et comme par exemple là, j'ai participé à une association ou faire de l'art, ou je sais pas moi. Il y a autant de choses à faire qu'il y a de personnes et d'idées. Mais c'est vrai que c'est pas évident de vivre avec cette sensation d'être illégitime. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que le monde globalement me renvoie quotidiennement dès que je sors de ma bulle confortable de famille ou de proches. Et je me prends ça en pleine face assez facilement. Ouais. Mais je trouve que de participer à des initiatives comme celle de Tilibois, de l'utilisation des savoirs au bénéfice de collectivité, qui d'ailleurs est ostracisée, c'est magnifique. Et tu as raison, ça donne une légitimité, je trouve, déjà à ses propres yeux, ça donne on se sent à sa place, je trouve, en faisant ça. Et tu as raison, il n'y a pas besoin de travailler, que ce soit payé et que ça génère une obligation de payer des impôts pour être valorisant et légitimant. Je suis d'accord avec toi. Et pour préciser, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Thierry, il est basé à Rabastens. C'est un village vers Toulouse. Voilà. Et il monte un atelier collaboratif d'amélioration et de création de matériel de mobilité amélioré, que ce soit électrique, que ce soit mécanique. Et il y a plein de choses, plein de matériel de récupération et plein d'outils qu'il met à disposition des gens qui ont un projet. On pourra venir vous voir à la fin si jamais on veut des contacts ou plus d'infos là-dessus. Il y a une intervention ou une question? Oui, c'est bon. Oui, en plus, là, par rapport à ma question, ça vient d'être évoqué, la mutualisation des savoirs, le travail collaboratif. Moi, j'avais une question par rapport au thème de la conférence de ce soir, vivre à la campagne et être handi. Qu'est-ce que vous pensez, est-ce que c'est possible aussi de vivre à la campagne et être handi au sein d'un collectif? Je pense à des habitats participatifs, se développent beaucoup à la campagne des habitats inclusifs, qui intègrent des personnes qui sont en perte d'autonomie ou physique ou psychologique ou voire le grand âge.
Quelle est, vous, votre approche, même si c'est pas ce que vous avez choisi, mais est-ce que si on vous l'avait proposé, ça vous aurait intéressé? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ouais, moi, j'ai jamais entendu parler de lieux comme ça vers chez moi. En tout cas, je peux parler de mon expérience en tant que dans des collectifs et dans des colocations et dans le milieu, en tout cas, qui se dit militant. Et c'est vrai que c'est pas un endroit où j'ai forcément plus trouvé ma place qu'ailleurs, quoi. Pour des raisons d'accessibilité, mais pas que. Et c'est quoi les autres raisons? Enfin, si juste de visibilisation des causes handi, tout court, en fait, il y a les mêmes soucis, en fait, dans la société en général que dans les milieux communautaires. Enfin, en tout cas, on peut les retrouver. Alors, près de Viol-le-Fort, je sais qu'il y a, pratiquement chez nous, il y a un village comme ça, tout à fait accessible, avec une mutualisation des aides de vie. Moi, j'en ai entendu parler. Par contre, jamais ça me serait venu de vivre dans un village comme ça. En Slovaquie, j'avais visité un endroit où, pareil, tout était aménagé. Mais moi, ça ne va pas. Ça fait ghetto. Et il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est la société dans son entier, pour être inclusive, c'est bien que les gens, dès l'enfance, voient une grande diversité d'êtres. Et qu'à partir du moment où on cantonne des personnes un peu ayant des besoins différents dans un même endroit, on les voit moins, on les voit plus, elles n'existent pas, on n'en tient pas compte. Et dans les espaces, des grands espaces urbains, on n'en tient pas compte. Non, mais elles sont pas enfermées quand elles sont en communauté. Quand elles vivent en habitat partagé, il y a une clé, il n'y a pas de verrou sur la porte. Il y a le fait que c'est quand même accessible. Ouais, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord sur quelle base on se positionne. Et est-ce que quand t'es pas bien dans ton appartement et que justement t'arrives pas à en sortir ou que t'as aucun transport en commun à disposition, est-ce que tu crois que t'en sors plus facilement? T'arrives à t'en extraire? Enfin, sachant qu'en fait, tu sais même pas si tu vas réussir à rentrer chez toi parce qu'il y a pas de bande de guidage ou qu'il y a pas de bus à proximité. Franchement, je sais pas. C'est pas pour faire l'avocat du diable, mais je suis pas trop d'accord avec eux. Vous êtes d'accord. Mais enfin, je sais pas, en fait, parce que j'entends cette question de ghetto, entre guillemets, je peux concevoir comme, honnêtement, c'est ce qui est aussi reproché au milieu non mixte, enfin, tu vois, des féministes qui se regroupent et qui veulent juste parler entre personnes, en l'occurrence racisées ou minorisées, des personnes qui se retrouvent entre elles handicapées, etc. En fait, la réalité, c'est qu'aussi pour concevoir aussi de manière un peu politique et inclusive, etc., ces réflexions, il faut déjà mettre à plat toutes les choses sur lesquelles on est confronté. Et en fait, ces temps-là, ils arrivent que quand tu te retrouves dans un lieu où tu sais que la personne en face, il y a de l'empathie et il y a un vécu similaire, tu vois. Je crois que c'est très dur. Enfin, sinon, dans ce cas, politiquement, le handicap serait déjà beaucoup mieux traité, la question des droits LGBT, etc. Dans ce cas, si c'était aussi simple de... Bon, vas-y, réponds, mais après, waouh, il y a plein de paroles là-bas. Alors, moi, j'ai l'exemple de l'Espagne, donc j'adore ce pays. Que ce soit à Madrid, à Barcelone, à Séville, à Bilbao. Ouais. J'ai jamais été confrontée... j'ai jamais été en situation de handicap. Je suis partie à Madrid pour les fêtes, sur un coup de tête. J'étais en auberge de jeunesse, tout était accessible. Le dortoir était, j'étais en dortoir premier lit. Là, il y avait une salle de bain accessible, il y en a qui n'était pas. Il n'y avait pas un Français dans le dortoir. Je vous assure qu'il n'y en a pas un qui avait la salle de bain accessible. D'ailleurs, c'est confortable, c'est large, c'est grand. Oui, ce qu'ils te voyaient. Ils ont tous été dans la salle de bain non accessible. Et moi, j'ai toujours eu mes chiottes. Donc je pense qu'il y a quand même... Et puis en ville, il y a des abaissements de trottoirs partout, il y a tout est signalé. Enfin, il y a une culture qui est différente. Et dans la mesure où c'est lié à la culture, la France, il y a un grand égoïsme en France. Et je pense que c'est vraiment lié à un système social. Mais je veux dire qu'en Espagne, les vieux vivent dans les familles jusqu'au bout. Il n'y a pas de maison de retraite. Du coup, les élus locaux, les décisionnaires, ils ont tous un vieux à la maison et ils ont intérêt à ce qu'il reste
disons, autonomes le plus longtemps possible, pour peser le moins possible sur la famille. Et ben ils y font tous attention. Et du coup, les personnes en fauteuil, elles bénéficient de ça. En France, où les vieux, les personnes un peu bizarres, on les cache, on les met dans des ghettos, on les met à la campagne, loin à Montreuil, là-bas en Lozère, et ben on les voit pas. Et donc on tient pas compte d'eux. Mais j'ai quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais. Moi, je comprends cette idée de ghetto et en même temps, enfin entre guillemets, mais je pense que compte tenu de comment la société elle évolue et enfin, moi je réfléchis beaucoup à comment ça se passe, comment on pourrait survivre, comment on survit en fait en tant qu'handi dans un contexte d'effondrement et je vois pas d'autre issue que juste de vivre en communauté parce que en fait on va juste être comme les autres minorités, être rejetés et c'est pas possible. Et d'ailleurs par rapport à ça il y a une super brochure qui s'appelle Où sont les utopies creep. C'est un tout petit texte qu'on peut trouver sur internet que je vous invite à lire à ce sujet-là. On mettra le lien dans la description. Je te remercie de nous l'avoir partagé, très intéressant en effet. Et je te remercie Camille de m'avoir expliqué une chose, c'est que dans notre vie, on passera tous, alors j'ai oublié le chiffre, tu vas dire, mais on est tous en situation de handicap à un moment de notre vie, et qu'au contraire, mêler les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, avec le public, le grand public, ça fait avancer la société, dans le sens où, bah oui, un jour j'aurai peut-être handicap, mais bon, c'est pas grave, on vit dans une société qui l'a prévu et qui va faire en sorte que je puisse vivre avec mon handicap. Et ça, c'est l'inclusivité, la vraie. Et peut-être dans une situation d'effondrement avec des personnes qui sont ouvertes à l'autre, et ben justement, déjà l'effondrement risque d'être un peu moins violent pour tout le monde. Et en plus, on pourrait survivre quand même. Je rappelle juste mon chiffre et je vous donne la parole. Je sais vous que vous levez la main, je sais. Fabienne, elle parlait du chiffre que je lui ai déjà transmis à mon avis, où je dis souvent que c'est l'OMS qui préconise, enfin qui dit que dans les pays où l'espérance de vie dépasse les 75 ans, comme la France, chaque individu passerait en moyenne 8 à 10 ans de sa vie en situation de handicap. Donc c'est une moyenne, évidemment. Il y en a qui en passent plus, il y en a qui en passent moins. Mais j'aime l'idée qu'à partir du moment où on vieillit, on atteint un certain niveau d'espérance de vie, de fait, on devient handicapé. Et nous, en intervention, j'ai oublié qu'on faisait ça aussi à l'association des interventions. On cite souvent l'exemple des lunettes, en fait, et de dire, de prendre à part les gens qui ont des lunettes et de dire est-ce que vous vous considérez en situation de handicap. Et souvent, les personnes répondent non, et on leur dit mais à quel point vous ne voyez pas sans les lunettes ou quoi. Et là, ah bah non, je peux plus rien faire, ah non là vraiment c'est la galère et ah oui non je peux même plus faire mon activité professionnelle qui est je sais pas chauffeur de taxi et c'est assez intéressant de voir quand on décale le regard comme ça sur l'objet de compensation du handicap que voilà ça porte un autre tournant quoi. Je m'éloigne mais vas-y Damien et ensuite derrière. Pour remettre un peu de l'huile sur le feu avec ce débat des ghettos. En fait, les ghettos, ils existent déjà, ça s'appelle l'institutionnalisation. Et moi, je pense qu'en effet, l'habitat partagé, c'est une réponse qu'on est obligé d'avoir un peu comme ce que tu sais, c'est un mal nécessaire, parce que l'autre solution, ça serait quoi? Et au final, qu'on ait une asso militante comme les DB2, comme nous, qui sommes contre l'institutionnalisation, et pour moi, une piste de réflexion, ça va être ça, le côté habitat partagé, mais pas forcément uniquement entre handis, ça va être la question de la collaboration. Et au final, de s'inspirer aussi peut-être d'un esprit qu'on a à la campagne, vraiment où on est en coopération, pas en compétition les uns les autres. Parce que des habitats partagés, il y en a, c'est plus ou moins compliqué. C'est pas parce qu'on est handi qu'on s'entend avec tous les handis et mutualiser des matières de vie. C'est pas facile non plus. Alors, il y a un habitat à Castelnau. J'ai un ami qui est dedans. Voilà, moi j'ai aussi vécu ça personnellement. J'ai été hébergé par quelqu'un au Québec qui vivait
dans ce genre d'endroit où il y avait une auxiliaire de vie pour je sais pas combien d'appartements, où tu peux tomber des toilettes et rester 1 heure parce que personne n'est disponible pour t'aider. Ouais. C'est loin. Ça fait pas rêver, quoi, clairement. Mais je pense qu'on est sur un début de réponse et qui devrait être à plus grande échelle. Et pour qu'il soit à plus grande échelle, il y a la question de la visibilisation. Ce genre de solution n'est pas mise en avant du tout. La solution qui est encore mise en avant aujourd'hui sur le logement, ça va être l'habitat privé. Sauf que combien de personnes en dit peuvent se permettre de vivre dans un logement privé en ville? Il n'y en a pas des masses. Moi, j'ai cette chance, et encore c'est du semi-privé. J'ai un loyer un peu moins cher, mais je sais que je fais partie d'une minorité, encore une fois, la minorité d'un minorité. Donc, et aussi, tu parlais d'accessible en Espagne. Moi, maintenant, je commence à me méfier de parler accessibilité parce que je pense qu'aujourd'hui, l'accessibilité, c'est plein de choses, c'est plein de trucs. Et quand tu dis que l'Espagne, c'est très accessible, c'est pour toi. Je pense que c'est pas hyper accessible pour tout le monde encore. Et je pense qu'il y a des raisons aussi historiques à l'Espagne qui fait qu'ils sont plus accessibles, parce que la guerre civile, parce que les franquistes, super. C'est pour ça, moi, je pense que c'est complexe. Ça a tempéré, ouais. Tu peux expliquer le lien que tu fais entre le franquisme et l'accessibilité? En fait, la guerre civile qu'il y a eu en Espagne, ça a créé du handicap. La guerre, ça a créé du handicap. C'est aussi pour ça, pas que, évidemment, je résume pas uniquement ça, on en parlait notamment durant la hors-série, pas que ça, c'est aussi une question politique et une question de mettre des moyens dans les choses qu'ils ont fait. Oui, mais un peu après, il y a eu quand même eu la Seconde Guerre mondiale, qui, je pense, en France, a ravagé au moins autant. Mais la guerre, c'est ce qui a visibilisé le handicap en France avec l'école cassée. Après la Première Guerre mondiale. Avant ça, le handicap, on ne voyait pas en France. Mais moi, pour moi, il y a des liens historiques, pas que. Il y a aussi des liens politiques. Tu parles en effet, il y a eu la guerre en France, et ça n'a pas eu le même effet que la guerre civile en Espagne. On est d'accord là-dessus. Mais pour moi, je pense que la guerre civile en Espagne a été un déclencheur. Et qu'ils ont pris ce déclencheur. Ce que la France, on avait à faire à l'époque. Eux, comme aux États-Unis par exemple, aux États-Unis, tout est accessible. C'est vrai qu'il y a plein de beaux jeunes hommes qui sont revenus porteurs de handicap de la guerre du Vietnam. C'est ce qui a déclenché la mise en accessibilité de la société. Donc effectivement, c'est impressionnant. Mais la France, il n'y a pas eu ce déclic. Damien, t'as fini Ouais, j'ai fini, oui. Il fallait que je finisse là. Alors moi je voulais réagir justement à ce qu'a dit Fabienne sur les ghettos, à ce que Damien vient de dire aussi. Il se trouve que pour moi la guerre en effet malheureusement c'est terrible à dire mais elle fait avancer tout ce qui est chirurgie. Si on a de la chirurgie esthétique c'est par rapport au gueules cassées. Mais en France, en Espagne, pardon, je ne crois pas que ce soit la guerre civile, dans le sens où l'Espagne, il a fallu qu'elle se relève dans un contexte avec Franco, et il n'y avait pas forcément la construction de structures qui pouvaient accueillir. Et c'est on va dire une mentalité espagnole
que de vivre avec plusieurs générations sous le même toit, ce qui était le cas avant en France. Voilà. Et c'est pour cela que je pense que les personnes sont beaucoup plus respectueuses des personnes qui sont à mobilité réduite, quel que soit le handicap, et sont plus attentionnées, tout simplement parce que depuis l'enfance, ils sont habitués à vivre sous les mêmes toits que des personnes vieillissantes, des personnes... voilà. Donc, je pense qu'en France, il faudrait qu'on assume un peu... après, ça a un défaut quand même de vivre... ça n'a pas que des qualités de vivre sur le même toit, plusieurs générations et tout. Hein, c'est pas... Mais ça a du bien comme du mauvais. Et je pense qu'en France, ce qu'il faudrait faire, c'est dès l'école primaire, avec un langage adapté aux enfants, pouvoir leur montrer de ce que c'est que la différence. Et merci Audrey. On le fait déjà au collège. C'est ce que je disais juste avant ton arrivée en fait, par rapport à l'Espagne. Non, mais c'est bien que c'est très bien, je te laisse, excuse-moi. Mais par contre, par rapport à la sensibilisation faite au collège, non, ça c'est, je te laisse. Alors il y a différents, comme tout le monde, je ne sais pas si vous connaissez cette association, ça se passe en tout cas dans le département ça se passe dans notre département, mais il y en a aussi dans d'autres. Et ils interviennent dans les collèges avec beaucoup de collégiens pour montrer pour faire des tables rondes et discuter, échanger sur les différents handicaps. Voilà, donc ça se fait au niveau du collège. Mais ce serait bien aussi de commencer déjà dès l'école primaire avec un discours adapté, évidemment. Oui. Oh punaise. Ah oui, on en a parlé de viol de fort. Je comprends, oui, je sais. C'est pas bien, je comprends tout à fait son regard, son ressenti. Et celui de viol de fort, moi je connais quelqu'un qui y est et qui s'y sent bien. Il y a juste une chose, c'est que je pense qu'on est tous différents, même quand on est handicapé, entre guillemets, nous sommes tous différents. Et donc il ne faut pas dire, il ne faut pas penser qu'il y a des systèmes qui sont plus valorisants ou plus adaptés ou quoi que ce soit. Je pense que chaque personne doit faire le point sur ce genre de choses. Le lieu idéal où vivre. On fera un petit sondage la prochaine conférence. Et du coup, on invitera des intervenants handi espagnols, Damien, pour essayer de comprendre d'où vient. Donc, petit appel à participation. Si vous êtes traducteur espagnol pour français, nous vous invitons à la prochaine conférence. Non, mais ça pourrait être intéressant de s'internationaliser. Belge, etc. J'entends, et vous allez pouvoir continuer de débattre et de mettre de l'huile sur le feu après cette conférence qui va bientôt se finir. Oh. Bon, j'avais évidemment plein d'autres questions et plein d'autres choses à vous dire, mais est-ce qu'il y a des choses peut-être que vous n'avez pas dites et que vous auriez envie là pour finir gentiment, pour conclure sur cette question de la vie à la campagne et d'être handi. Quelle serait, peut-être une dernière question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous aiderait à améliorer votre quotidien en vivant à la campagne? Est-ce que ça serait des adaptations techniques, matérielles? Est-ce que ça serait de l'aide humaine un peu plus avancée? Est-ce que ça serait un changement de regard, de paradigme, de représentation, une entraide plus avancée, etc., de voisins? Est-ce qu'il y aurait tout ça? Ou alors, non? Moi, je pourrais parler peut-être de création d'associations ou qui fassent du lien. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont isolés et qui sont invisibilisés. Et après, évidemment, ça va dans le même sens là pour les aides techniques. Ça peut être... c'est des choses qui sont nécessaires. Pour moi, ce serait que les élus locaux, ils tiennent compte se saisissent, de l'accessibilité physique sur leur voirie, sur leur trottoir, dans leurs bâtiments, qu'ils mettent en œuvre la loi de 2005. Oui. Merci. Oui, bravo. On peut dire bravo. N'importe quoi. Craquage.
Merci. Merci à vous deux pour ces échanges très stimulants. Vous pouvez continuer après de rester, échanger avec nous sans micro. C'est bien aussi des fois. People. People.